Bonjour à tous et bienvenue dans notre rendez-vous, le rendez-vous des entrepreneuses et des entrepreneurs inspirants. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec non pas un, mais deux invités qui nous viennent du Pays Basque, puisque j'accueille avec grand plaisir Natacha Zabaleta et Nicolas Blanc, qui sont les cofondateurs de Nanify. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour Virginie. Alors aujourd'hui, nous allons parler de data science, cloud, IA, mais promis, on va simplifier tout ça. Avant d'en savoir un petit peu plus sur vous, il y a ceci. Alors, première question, déjà le nom, ce joli petit nom, Nanify, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu l'histoire de ce nom ? En fait, c'est un jeu de mots. C'est un jeu de mots un peu nerd. Ça vient du mot, en tout cas de l'acronyme NaN, qui est utilisé dans le milieu de l'informatique, qui veut dire not a number. Et ça tombe bien, ça veut dire aussi Natacha and Nicolas. Et donc, on a mixé ça avec le suffixe ify anglais, donc ifier en anglais, quoi. Donc, le fait de rendre ça juste pas simplement des nombres, quoi, de faire que vos données sont autre chose, pas juste des tableaux Excel, quoi. Pas juste des données. Pas juste des données. Alors, vous êtes notre premier duo d'entrepreneurs frères et sœurs. Et on est fiers de vous recevoir. Est-ce que vous pourriez donc nous expliquer ce qu'est votre agence et les services que vous proposez ? Alors oui, nous, on aide les entreprises finalement à gagner en efficacité pour leur permettre finalement de libérer du temps et améliorer la performance. Pour ça, on utilise des outils d'analyse, d'automatisation et, quand c'est pertinent, d'intelligence artificielle. Alors, l'intelligence artificielle, effectivement, dont on parle beaucoup aujourd'hui, vous apportez quand même une réponse avec une véritable flexibilité organisationnelle que vous proposez à des entreprises d'ailleurs de différentes tailles. Si, en fait, le secteur d'activité en lui-même importe peu, parce qu'en fait, on peut intervenir sur plusieurs secteurs d'activité à partir du moment où on est aussi avec des experts qui connaissent ce secteur-là dans les entreprises en question. Et ensuite, nous, la méthodologie pour répondre à leurs besoins, ça, on peut l'adapter forcément à ce qu'eux veulent faire. Voilà. Au niveau des secteurs d'activité dans lesquels vous intervenez, quels sont-ils ? Alors, nous, on a intervenu déjà par le passé dans le milieu de la finance ou dans le milieu de l'édition de logiciels de pharmacie, mais on peut aussi s'adapter au milieu agricole. À n'importe quel secteur d'activité, parce que la data, la stratégie, finalement, c'est n'importe quelle entreprise, n'importe quel secteur. La stratégie, c'est pas destiné aux grands groupes, c'est aussi pour les PME. Donc finalement, peu importe le secteur, peu importe la taille de l'entreprise, toutes les entreprises ont des données, toutes les entreprises peuvent les exploiter. C'est la matière première, elles l'ont. Et des données qui parfois s'évaporent, puisque je lisais une étude, 67% des entreprises françaises ont subi au moins une cyberattaque en 2024. C'est en augmentation. Également, les TPE, les PME sont touchées. Et pourtant, est-ce que les entreprises s'inquiètent de la cybersécurité en France ? Elles n'ont pas forcément conscience, finalement, de où sont leurs données, où sont stockées leurs données. Les employés ne savent pas nécessairement, quand ils mettent leurs données dans de l'intelligence artificielle, où c'est que ça part. Donc, c'est peut-être aussi pour ça qu'il peut y avoir derrière des failles et des données qui sont récoltées. Les gens n'ont pas pris conscience qu'il y a un vrai potentiel d'information dans la donnée. Donc, peut-être que ne se rend pas compte que tout ce qu'on met sur Internet, finalement, ça laisse une trace. C'est ça. Et il faut être très vigilant, finalement, de vraiment savoir où c'est que sont stockées nos données. Qu'est-ce que vous proposez, vous, comme solution par rapport aux cyberattaques ou à tout ce qui est lié à la cybersécurité ? Alors nous, ce qu'on leur propose surtout, c'est de savoir où est-ce que leurs données sont hébergées, de pas forcément partir vers des grands groupes ou en tout cas contrôler si ces groupes ont leur serveur hébergé en Europe, parce qu'au moins en Europe, on est protégé par la RGPD. Donc déjà, il y a une première sécurité dans le sens où les données vont pas être récoltées par des tierces personnes légalement. Alors, on peut peut-être prendre mon exemple pour voir. Nous, on a un site internet qui est hébergé sur OVH. Et après, notre système de sauvegarde, c'est Dropbox. Alors, comment se passe le diagnostic là pour moi ? OVH, jusque-là, tout va bien. Dropbox, non. Là, savoir où sont les données, vous n'aurez jamais, avec certitude, vraiment la connaissance de où est-ce qu'elles sont stockées. Donc, potentiellement, elles vont être vendues ou réutilisées par des gens qui ont accès ou un partenariat avec Dropbox. Il va falloir qu'on se voit, Nicolas et Natacha, je crois. Vous avez notre numéro. Ok. Au niveau de tout ce qui est lié
à l'IA, dont on parle quand même beaucoup aujourd'hui, c'est pareil, hein, je pense vous allez me dire ce que vous en pensez, mais qu'il faut éduquer un peu les gens, notamment des salariés qui parfois mettent sur des intelligences artificielles génératives des bases de données entières de clients, de concurrents, etc. Enfin, là, il y a de quoi aussi s'inquiéter, non? Oui, complètement. En fait, les données qui sont mises sur internet, laissent une trace. Donc, ils n'ont pas nécessairement conscience qu'ils mettent des données qui appartiennent à l'entreprise, qui sont confidentielles et qui, quelque part, derrière, peuvent être, récoltées, revendues, exploitées, par les concurrents ou même, finalement, à des fins commerciales par d'autres entreprises ou des pirates informatiques. Oui, c'est ça. Alors, de façon plus concrète, qu'est-ce que vous pouvez proposer en fait aux entreprises qui vous contactent sur, par exemple, de l'automatisation de logiciels ou autres? On peut prendre par exemple des gens qui veulent automatiser des réponses mail à des clients. On peut également prendre des créateurs de contenu qui vont avoir beaucoup de rush de leurs vidéos. On peut automatiser le montage et la publication de ces vidéos sur les différents réseaux sociaux, que ce soit Instagram, que ce soit LinkedIn, que ce soit TikTok. Actuellement, l'IA agentique, donc il y a une sous-partie de l'intelligence artificielle, développe beaucoup de solutions pour permettre d'automatiser les choses un peu pénibles et avoir un gain de temps significatif dans la vie de tous les jours. Oui, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, on veut tout de suite et optimiser la productivité, le temps passé effectivement sur certaines tâches qui sont chronophages. Et je dirais même plus, les entreprises qui finalement peuvent automatiser ces tâches-là qui sont répétitives et chronophages, libèrent du temps. Si on fait vraiment le calcul par semaine du temps qui est mis à faire des tâches qui pourraient être automatisées, le temps qui est libéré, finalement, pour ces entreprises, c'est vraiment un gain de productivité. Donc Exactement. derrière, c'est du temps qui est libéré pour faire vraiment autre chose et se concentrer sur leur cœur de métier. Alors, un duo, on disait en introduction d'entrepreneurs, un duo frères et sœurs, avec, je crois, quand même des études qui se ressemblent, parce qu'il y a le côté ingénieur de Nicolas, un diplôme dans les mathématiques appliquées te concernant, Natacha. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de vos parcours, hein, et qu'est-ce qui, à un moment donné, a fait que vous vous êtes rejoints pour créer cette belle entreprise? Alors, Vas-y, commence. non, c'est vrai que moi, j'ai toujours été attirée par les matières plutôt scientifiques. Donc, les mathématiques, ça me paraissait une évidence pour moi. Nicolas, il en paraissait plutôt l'informatique. Et c'est vrai que nos parcours, à un moment donné, quand on y a réfléchi, on trouvait qu'il y avait une vraie complémentarité. Et on a toujours eu envie, quelque part, de travailler ensemble. Et ça aurait pu être finalement dans n'importe quel domaine. Oui, c'est chouette. Un parcours, je crois, avec quand même une expérience à l'étranger, c'est ça? Oui, moi ça a été un peu décisif dans la suite de ma vie professionnelle. J'ai pu partir faire un semestre d'échange à Taïwan dans une université là-bas et j'ai intégré un laboratoire de traitement du langage naturel. Donc c'est une forme d'IA et c'est là où j'ai eu ma première expérience vraiment en IA et ça a été décisif pour la suite. D'accord. Et toi, Natacha, donc, Moi, tu as été responsable des finances à l'école polytechnique Oui. de Lausanne. Fédérale de Lausanne, Ouais, ouais. c'est ça. Ouais. Et donc, tu as géré plus de 100 millions, budget de 100 millions d'euros. Oui, alors c'est vrai que moi j'ai travaillé à la faculté des sciences et techniques de l'ingénieur, donc à l'EPFL à Lausanne pendant presque 10 ans, donc dans l'équipe du doyen. Et c'est vrai que c'était vraiment très enrichissant parce que c'est un univers finalement très cosmopolite, avec très opérationnel. Donc une vraie opportunité finalement d'avoir pu travailler à l'étranger, que ce soit donc en Suisse ou en Irlande, avant de revenir en France. C'est ça. Donc une vraie complémentarité. Mais comment s'organise, donc il y en a un qui est directeur général, Nicolas, et toi, Natacha, présidente. Comment s'organise en fait cette complémentarité dans le quotidien? Tout simplement, on met nos forces en commun. On a pu aussi lier nos deux cercles. Natacha est basée sur la côte basque. Moi, je suis à Paris. Ça nous permet d'avoir on va dire, un champ d'action beaucoup plus grand. Bien sûr. Donc, on est au niveau national. Et ça nous permet aussi de gérer potentiellement les intercontrats, que ce soit moi ou Natacha, d'avoir un peu plus de tranquillité, de flexibilité. D'accord. Et alors, les repas de famille, ça se passe comment? Vous parlez encore boulot? Ça nous arrive, hein? Oui, toujours. Et on nous pose souvent des questions. On nous demande souvent comment ça se passe. Est-ce que ça se passe bien? Il y en a qui sont souvent inquiets, surtout Dans la notre famille? maman, quand on lui a dit
à l'époque, maman, on va lancer notre boîte, Natacha et moi. Elle était inquiète, elle dit mais vous allez faire comment? Vous allez faire comment? Donc c'était assez. Maintenant ça va, elle est un peu plus rassurée, mais au début c'était difficile. Vous lui prouvez effectivement que tout va bien. En 2025, seuls 13% des PME et 8% des TPE françaises utilisent des outils à base d'IA, ce qui paraît fou parce qu'en même temps on en entend beaucoup parler. Qu'est-ce que vous diriez par rapport à ces statistiques? Est-ce qu'elles vous étonnent? Et quelle est la réponse, vous, que vous proposez? Moi, quelque part, ça m'étonne pas beaucoup sur les petites et moyennes entreprises parce que de manière générale, elles ont tendance finalement à prendre des décisions qui sont basées sur des choix émotionnels, un petit peu finalement comme dans leur vie personnelle. Sauf que quand on gère une entreprise, finalement, savoir regarder ses chiffres, c'est savoir où on perd de l'argent, où on gagne de l'argent. Et donc, c'est décider plus vite et forcément, la performance progresse. Donc, les entreprises, elles ont envie de franchir le cap, mais quelque part, elles sont un petit peu, peut-être un petit peu frileuses et fonctionnent beaucoup à l'intuition. D'accord. Nicolas, tu veux Alors moi, compléter? moi, ça ne me choque absolument pas. Parce qu'en fait, avant de parler de vraiment d'IA, il faut avoir un besoin. Tout le monde n'a pas forcément besoin d'IA, même si c'est la mode et même si tout le monde pense que il faut faire de l'IA partout, c'est pas vrai pour plein de personnes, ils en ont pas besoin. Et avant ça, pour arriver vraiment à l'utilisation de l'IA en entreprise, il faut avoir les données qui ont été traitées correctement. Et ça, c'est 80% du boulot quand on met en place un outil d'IA. Et souvent, dans ces entreprises-là, le traitement des données et la collecte des données n'a pas été fait correctement. Donc, en fait, on ne peut pas mettre en place ces outils correctement. Et donc, vous proposez de véritables partenariats fiables, regroupant en fait une démarche, j'ai envie de dire, une vision 360 un petit peu. C'est-à-dire qu'il y a l'accompagnement sur la data, le web, bien sûr l'IA, la cybersécurité, mais également tout ce qui est conformité, protection. On parlait tout à l'heure de RGPD. Justement, nous, on essaye d'évangéliser les TPE et les PME dans le Pays Basque pour leur expliquer vraiment ce que c'est que la data, leurs données, comment les traiter, comment les stocker, ce qu'ils ont le droit et pas le droit de faire par rapport à la RGPD. Et ensuite, toutes les problématiques que ça amène lorsqu'on veut utiliser de l'IA. Est-ce qu'on est après susceptible d'être attaqué ou non? Comment faire pour se protéger? Donc, il y a vraiment un encadrement à faire à ce niveau-là sur les entreprises du Pays Basque. On les accompagne vraiment du début à la fin. Donc, pour les entreprises qui ne savent pas tellement comment franchir le cap, nous, on est là un petit peu pour border tout ça, cadrer et voir vraiment qu'est-ce qui peut être mis en place et qu'est-ce qui est pertinent pour eux avec un projet vraiment clé en main, adapté à leurs besoins. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil aux gens qui nous regardent sur les domaines d'expertise que vous avez? Déjà, je dirais que pour les entreprises qui hésitent, je leur dirais de réfléchir aujourd'hui quelles décisions elles prennent à l'instinct et de la confronter après derrière aux chiffres. Et des fois, elles seraient peut-être surprises. Et finalement, ce serait, je dirais, il faut franchir le cap. Il y a des choses qu'on peut faire beaucoup plus facilement. Alors, quand tu dis à l'instinct, par exemple, prenons un exemple concret, je veux lancer un nouveau business. Oui, voilà, ça me plaît ce produit, je veux le lancer. Voilà. Donc là, j'y vais. Bien, par exemple, nous, on va proposer un accompagnement. On va réfléchir ensemble quelles sont les informations nécessaires que tu vas devoir récolter pour pouvoir derrière prendre une décision sur le lancement de ton produit. Oui, et il y a même des aides, et ça, je peux en parler, autour de la formation en IA. Chaque année, effectivement, il y a des budgets alloués. Donc, c'est vraiment que c'est bien sûr dans l'air du temps. La contrepartie aussi, c'est qu'on sait qu'il y a des métiers qui vont peut-être disparaître. Donc, est-ce que ça, c'est pas un frein par rapport aux clients que vous contactez ou autres? Je dirais pas disparaître. Si ça peut permettre d'automatiser des tâches qui étaient répétitives, à faible valeur ajoutée, et que derrière, ces personnes peuvent se concentrer sur des choses qui sont plus importantes pour l'entreprise ou pour elles-mêmes, dans ces cas, c'est plutôt quelque chose qui vaut le coup. Donc, ça va pas remplacer. Et puis, il faudra toujours, finalement, des personnes qui encadrent, qui savent utiliser. C'est toujours pareil. Dès qu'il y a quelque chose de nouveau, peut-être qu'il y a aussi une petite frayeur. On va être remplacé par les machines. Je pense l'inconnu fait peur. Voilà, l'inconnu fait peur. Effectivement.
Le moment est venu maintenant de passer à la question de l'agenda. Donc, un agenda va s'afficher sur le retour écran que vous allez pouvoir consulter de part et d'autre. Et l'idée, ça va être de vous mettre d'accord pour choisir un rendez-vous. Et une question va s'afficher derrière ce rendez-vous. Lequel choisissez-vous? Sans hésitation, 10 heures. Nicolas est bien d'accord, moi? Tout à fait d'accord. C'est parfait. Alors, le rendez-vous de 10 heures, on va donc avoir une question qui va s'afficher. Avez-vous, de part et d'autre, tous les deux, un rituel ou une habitude particulière que vous avez intégré dans votre journée pour rester productif sans utiliser l'IA, j'ai rajouté? Pour moi, c'est très facile. Je fais du sport le matin. Tous les matins. Tous les matins? Tous les matins, je fais du sport. Et après, je suis vraiment en forme pour attaquer ma journée. Qu'est-ce que tu fais comme sport? Je fais du triathlon. Donc, j'alterne entre la course à pied, le vélo et la natation. D'accord. Et en fonction des horaires de la piscine, bien sûr. Après, tu te lèves à 5 heures du matin. Donc ça Et je me lève à 5 heures du matin. Et donc ça, c'est ce qui te permet après de rester productif, concentré? Oui, vraiment, une fois que je reviens du sport, j'ai l'esprit clair, je peux attaquer la journée. Vraiment, c'est super. D'accord, c'est intéressant. Et toi, Natacha? Rituel essentiellement tourné autour de la vie de famille. Donc, je m'organise en fonction du planning de mes enfants et forcément, je cadre aussi mes rendez-vous avec Nico. On est en visio très, très régulièrement. Et Donc, le fait de rester organisé entre ta vie perso et professionnelle, c'est ce ça qui me te permet ça me donne un rythme. de rester focus, quoi. Ouais. C'est intéressant puisqu'il y a pas mal d'entrepreneurs qui nous regardent, donc ça leur donne des idées aussi pour eux optimiser leur concentration et leur productivité. Il me reste à vous remercier tous les deux d'être venus jusqu'à nous pour ce rendez-vous. Merci beaucoup. Merci à toi pour ton temps. Merci Virginie. Merci. L'émission est terminée. Il me reste à vous remercier de nous suivre à chaque fois un peu plus nombreux. Je vous dis à très bientôt.